Bonjour Christina Piccin, je suis Bonjour Mathieu. très heureux d'être avec toi aujourd'hui. Écoute, pour débuter cette interview, est-ce que tu peux me parler de toi, me dire déjà qui tu es et puis me parler de ton parcours jusqu'à aujourd'hui? Bien sûr, avec plaisir. Alors, je m'appelle Christina Piccin, comme tu viens de dire, et je suis judokate de niveau international. Je combats pour l'équipe Italie dans la catégorie senior 63 kilos. En plus de ça, je suis aussi coach mental pour des sportifs, pour des privés et les personnes qui veulent se dépasser, voilà, qui ont tous une performance à atteindre. Et en plus aussi encore de ça, je suis aussi coach sportif dans une salle ici à Paris. Mon parcours est assez atypique pour une sportive. Voilà, j'ai toujours eu le vœu de continuer mes études avec le sport parce que voilà, le sport est quand même quelque chose de, euh, de fluctuant dans la vie d'une personne. Donc, je me suis formée à l'université ici à Paris Descartes en 2000. J'ai commencé en 2012. J'ai fait une année à Nice et ensuite j'ai déménagé ici à Paris. J'ai eu ma licence en STAPS, entraînement sportif, et en voyant comment le mental est très, très important dans la performance sur moi-même, j'ai décidé de me spécialiser dans la préparation mentale et le coaching des athlètes et des entraîneurs, des équipes. Un premier moment à Claude Bernard à Lyon. Ensuite, j'ai décidé d'avoir une formation un peu plus professionnelle, donc un diplôme universitaire à Clermont-Ferrand. Et voilà, j'ai commencé ensuite à suivre des athlètes, des plus jeunes, moins jeunes, et des équipes et aussi des privés maintenant ici à Paris. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que tu peux me parler un petit peu justement de ton palmarès en tant que judoka? Alors, une première phase a été quand j'étais petite, cadette, quand j'avais 14, 15, 16 ans. 16 ans. J'ai fait podium au championnat d'Italie, cadet. J'ai commencé le parcours international avec l'équipe Italie. Et ensuite, maintenant, je suis dans la catégorie 63 kilos et en senior et je combats dans les Coupes du Monde et les Coupes d'Europe à l'étranger qui donnent des points pour la ranking list mondiale et olympique pour Tokyo ou Paris 2024. Voilà. Le but, c'est Tokyo, mais on espère aussi Paris. Et j'ai fait quelques médailles, voilà, dans ces Coupes d'Europe et Coupes du Monde. Donc, tu prépares les Jeux Olympiques là. Oui, dans le judo, c'est très difficile car il y a que les meilleurs au monde, les meilleurs 20. Et donc, je fais tout pour réussir à me qualifier requalifiant en reconquérant mon quota, qui est pas très facile comme dans le tennis, dans notre sport. Donc voilà, on verra en 2020 ou en 2024 comment ça va se passer. Nous, on donne le meilleur et on verra. Ok. Alors, est-ce que tu peux me parler un petit peu justement, pour l'instant, on voit que le côté la face émergée de l'iceberg. Est-ce que tu me parles de tes réussites? Est-ce que tu peux me parler un petit peu de tes échecs? Ouais, oui, alors, la pointe de l'iceberg est très petite parce que on a des victoires, mais elles sont ponctuelles. Le but de nos entraînements, c'est quand même avoir une constance, mais ces entraînements sont accompagnés souvent de défaites, beaucoup de défaites. Et je dirais même que c'est ces défaites-là qui nous permettent vraiment de faire le pas de plus, de s'améliorer, car dans chaque défaite, on peut l'avoir de deux façons, comme un point d'arrivée qui n'est pas changeable ou un point de prise de conscience de ce que nous doit travailler et améliorer et ce qui est sous notre contrôle. Donc voilà, vraiment, il y a beaucoup de moments difficiles, notamment physiquement et mentalement physiquement parce que voilà, comme tous les sports, le judo est très dur à entraîner. Et chaque jour, on s'entraîne 4 heures par jour, 3 heures par jour. On fait des régimes très stricts pour être au poids et pour être en forme. Donc voilà, c'est beaucoup de sacrifices et souvent on a des phases, par exemple en 2018, je n'ai pas eu de médaille car j'ai fait des compétitions très très difficiles et c'est pas simple à accepter et à garder cette résilience. Mais de l'autre côté, l'état d'esprit positif est important à garder bien en tête dans le mental pour pouvoir s'améliorer, vraiment comprendre les petites solutions de plus qui sont vraiment dans le détail. Et ça, c'est aussi grâce aux défaites et la résilience, voilà, est le fruit des défaites, pas souvent des réussites. Voilà, il y a des réussites, mais il y a beaucoup, beaucoup de défaites. Et il faut rester vraiment. Moi, je cherche tout le temps de rester le plus motivé en cherchant d'organiser vraiment mes améliorations, mes petits objectifs de palier et en s'entourant aussi des gens positifs. Ça, c'est très important.
Voilà. Comment est-ce que tu gères le doute alors? Ah, le doute, personnellement, voilà, je connais assez de techniques mentales pour ceci. Personnellement, j'utilise vraiment beaucoup de la visualisation positive. Je me visualise positivement, bien que souvent je me sens un peu en combat avec cette visualisation, mais à force de l'entraîner, ben on a une autre conviction et un espoir qui est plus qu'un espoir. On va dire, c'est vraiment une foi dans soi-même et en mettant en place des objectifs, des petits objectifs à chaque entraînement et voir qu'on les atteint, ben, ça nous met en confiance et ça nous permet vraiment de faire le pas de plus. Et ensuite, voilà, être vraiment entouré de gens qui travaillent pour nous et avec nous positifs et échanger vraiment beaucoup de feedback avec eux pour savoir où on en est. Et en fait, souvent, on a une vision qui n'est pas objective de la performance de nous-mêmes. Donc, en échangeant et en ayant reçu ces feedbacks des personnes, mon entraîneur, mon préparateur physique, mon préparatrice mentale, voilà, ceci nous permet de prendre conscience et d'être plus sûr de nous, avoir moins de doutes. Alors, tu parlais justement d'entraîneurs, de gens qui t'entourent, qui ont un esprit positif. Euh, Mhm. est-ce que tu as toujours été entouré de gens positifs? Non, désolée. Je continue? Ouais. Oui, c'est pas grave. Alors, comment tu as géré ça? Si tu as eu des gens négatifs, comment est-ce que tu as géré ça au fur et à mesure? Et je fais un petit peu le parallèle entre bon prof et mauvais prof. Comment tu as évolué au travers de tout ça? Ok. Alors, j'ai eu beaucoup d'entraîneurs. Vraiment, je dois avoir eu en tout, les personnes qui m'ont suivi, je pense 8 entraîneurs. Et chacun était dit très différent. Maintenant, j'ai la chance d'avoir des personnes très positives à mes côtés. Mais ça a été un choix parce que voilà, j'ai eu la chance de pouvoir choisir. Pas tous les athlètes ont la chance de pouvoir le faire. Et il est vrai que quand j'étais en Italie, j'ai pas eu tout le temps des entraîneurs qui étaient bienveillants ou qui, ou qui se posaient la question si le travail qu'ils étaient en train de faire était correct pour moi ou pas. Après, c'est vrai aussi que c'est l'athlète qui doit s'adapter au coaching de l'entraîneur, mais c'est quelque chose qui doit faire, c'est une collaboration, comme chaque travail, comme chaque profession, c'est une collaboration. Quand j'ai eu j'étais très jeune, donc je n'avais pas pris conscience de certains fonctionnements, mais je sentais un inconfort et quelque chose qui n'était pas sincère ou qui n'était pas motivant, ou où il n'y avait pas de la bienveillance ou où il y avait de jugement. Et dans ce moment-là, ben, où j'ai eu le courage de changer, et ça, voilà, c'est le choix difficile, mais d'un côté, c'est aussi facile, où des fois, je suis vraiment allée vers la personne et j'ai cherché de échanger. À ce moment-là, quand le conflit on peut résoudre le conflit, on peut repartir sur des bonnes bases, bien que quand on est athlète de niveau, comment on dit en français, le sentiment de confiance d'un entraîneur est quelque chose de primordial. Une fois qu'on a cassé ça, qu'on n'a plus la confiance pure d'un entraîneur, c'est très difficile à pouvoir partir sur les bonnes bases. Mais si on réussit à mettre en place ce sentiment de confiance, on peut repartir. Mais bien sûr, c'est des deux côtés, c'est une volonté des deux côtés. Là où je pouvais pas, je sentais que ceci n'était pas possible, ben voilà, je suis partie. Et j'ai eu la chance de pouvoir partir, ça c'est parce que pas tout le monde a cette chance. Mais c'est un choix à faire et savoir c'est où on est, l'environnement où on est positif ou pas pour nous. Car si il n'y a pas le sentiment de plaisir, par exemple, ou si on se sent obligé, si on est déresponsabilisé de ce qu'on fait, la performance à long terme est pas atteignable. Et il faut prendre conscience de ça. Et quand on est jeune, c'est difficile, mais tout doucement, on voit notre personne comment s'entraîne dans différents environnements et on comprend rapidement que voilà, certains environnements ne sont pas bien pour nous. Je reviens un petit peu, voilà, toujours sur cette notion de confiance qui, je pense, est vraiment le côté clé de la réussite. Euh, Par rapport à ton quotidien, comment ça se passe? Est-ce que tu as des routines quotidiennes? Comment s'organise une journée pour toi? Alors, ça dépend des journées, hein. D'habitude, ben voilà, je me réveille, j'ai un entraînement le matin et un le soir. Donc,
je me réveille par rapport au coaching que j'ai, j'organise ma préparation mentale ou les coachings sportifs. Mais le matin, après que je me réveille, je médite quand même un peu. Et moi, j'ai différents types de méditation, hein, pas que la pleine conscience, mais voilà. Et car ceci me recentre et m'aide à débuter bien la journée. Ensuite, ben voilà, je mange par rapport à mon régime et je sors, je vais travailler ou me préparer, faire mon entraînement par rapport aux horaires de ma journée. Ensuite, je reviens, ça dépend vraiment par rapport au coaching et dans la journée, je travaille, donc je fais les préparations physiques ou mentales. Et le soir à 5h30, 18h, je vais à l'entraînement chaque jour. Et voilà, donc c'est assez routinier, c'est ma routine. Et quand je voyage beaucoup, donc quand je vais en voyage, c'est un peu différent. Mais quand je suis ici à Paris, ça se passe comme ça. Un D'accord. Donc, entraînement le soir. tu as cette double casquette, en fait. C'est ça qui est intéressant, je trouve. À la fois, tu coaches des gens et toi-même, tu es coaché. C'est-à-dire que toi-même, euh, tu améliores ton savoir-faire au quotidien régulièrement. Oui, oui, oui. Je suis coachée, pardon. Non, vas-y, je t'écoute. Je coach des personnes en préparation mentale et aussi en coaching sportif. Mais j'ai un préparateur physique et une préparatrice mentale moi-même parce que il y a une réalité qui est celle que je vois moi, mais ce n'est pas la réalité, la vraie réalité, on va dire. Et j'ai besoin de quelqu'un d'autre qui me guide sur ça parce qu'il y a une partie inconsciente, voilà, qui a des filtres, on ne peut pas les effacer, voilà. Donc, et grâce à eux, je m'améliore tous les jours. Je vois au niveau physique, mon préparateur physique m'enseigne des exercices que je ne connaissais pas, même bien que j'ai fait un parcours de STAPS. Et ma préparatrice mentale, qui est aussi hypnothérapeute et elle a été coaching en entreprise aussi, elle a un style différent de moi de coacher les athlètes. Donc, elle a plus un style plus comment dire, global. Et, elle utilise aussi l'hypnose. Donc, je désire me former aussi, mais c'est pas peut-être encore le moment, vu que j'ai beaucoup de choses à gérer. Mais voilà, donc elle a notre approche et son approche va me permettre de voir aussi des choses que moi je peux pas voir. Car quand je suis devant ma préparatrice mentale, c'est moi qui s'ouvre et pas moi qui coach. Donc, c'est pas la même chose. Tu peux détailler un petit peu cette notion de coaching mental? Ça correspond à quoi en fait? Pour les sportifs, Non, vraiment pour les. Alors, comme tu sais, moi, je dirige une école de design et ce qui m'intéresse, c'est de faire le lien justement entre le mental, le mindset et finalement toute activité qu'on peut avoir dans l'existence. Alors, toi, oui. tu excelles dans le sport, mais je sais que tout le travail que tu fais de coaching mental, forcément, il déborde aussi sur ta vie en général. Oui, oui. Bah, on dit que quand on est très préparé techniquement, que ce soit sportif ou même artistique, ou voilà, on est très préparé dans tous les domaines de notre performance, le mental joue le 80% de la performance. C'est-à-dire que si on n'est pas présent mentalement, si on s'est pas mis en confiance de la bonne façon, on n'a pas nos routines, voilà, chaque personne a ses outils, on risque de ne pas performer tel qu'on est, tel notre potentiel. Et donc, le mental, déjà pour moi, c'est un état d'esprit. Donc, quand le premier but, c'est prendre conscience de nos possibilités, de nos limites aussi. Donc, c'est vraiment une réflexion sur soi qui permet ensuite de passer à l'action et de passer à l'action de façon intelligente. Donc, nous, on coach car on va pas distribuer des outils aux personnes, mais on va chercher comment dire, euh, de, de créer un vêtement, une habit, sur mesure. Voilà, c'est pas du prêt-à-porter. Et ça, c'est très important à comprendre car chaque outil n'est pas optimal pour chaque personne. Donc voilà, le coach va chercher en connaissant la personne et en faisant prendre conscience à la personne de certains fonctionnements, lui apprendre des outils qui sont issus des neurosciences, de la psychologie et plein d'autres pour améliorer la performance et arriver à vraiment à libérer le potentiel qu'ils ont en eux. Et le partie mentale est très important car le cerveau est un organe comme tous les autres du corps. Donc, la concentration,
l'attention, la confiance en soi. C'est quelque chose qu'on peut apprendre, qu'on peut entraîner, mais il faut seulement en prendre conscience et donner du sens à ce qu'on fait, même au niveau mental. Alors, le chiffre que tu annonçais tout à l'heure est absolument énorme pour ceux qui ne le connaissent pas, et c'est pour ça que j'ai envie de revenir là-dessus. Toi, tu dis que finalement, à compétence égale, à niveau égal, à technique égale, c'est 80% finalement le mental qui va jouer. Donc, une préparation mentale, un bon état d'esprit, dans 80% des cas, ça va te faire gagner. C'est ça que tu veux dire? Oui, Ça va te oui, faire réussir. oui. Gagner, après, c'est toujours, le résultat est toujours quelque chose qui n'est pas en sport, en emmenant l'exemple du sport. Quand on est mis en face à une compétition, le résultat n'est pas forcément sous notre contrôle totalement. Mais par contre, la performance qu'on va donner pour ce résultat, parce qu'on ne peut pas savoir l'adversaire qu'on va avoir en face, voilà, ça peut se jouer vraiment sur un détail. Mais la performance qu'on va avoir, être irréprochable sur toute notre préparation, voilà, c'est ça. Le mental va nous donner le 80% de possibilités en plus de réussir à donner le maximum de nous-mêmes. Le résultat, c'est une conséquence qui vient après parce que ça dépend aussi de la personne qu'on a en face, de l'équipe, voilà, des adversaires ou même de les autres personnes qui sont dans le milieu artistique. Ça peut être d'autres personnes qui ont présenté un projet ou autre chose. Ça dépend toujours de l'environnement aussi. Mais sur ce qui concerne soi-même, va permettre voilà, une différence élevée. Et à haut niveau, en sport, on peut le voir. On dit que souvent, on voit celui qui gagne au moment où il monte sur le tapis ou la façon dont il commence à jouer. Voilà. C'est vraiment une notion d'agressivité, dans le sens, mais pas agressivité comme violence, mais agressivité où on amène la direction de nos efforts. Voilà. Donc, la détermination. Et ça, c'est quelque chose qui fait la différence à haut niveau. D'accord. Alors, je rebondis aussi sur un de tes propos, c'est cette notion de détail. C'est de se dire Mm. qu'à un certain niveau, finalement, d'exigence, c'est juste le petit détail de plus qui va faire la différence. Oui, Est-ce que oui, tu oui. peux détailler ce point-là? C'est le cas de le dire. Oui, c'est parce qu'à à un niveau, en faisant toujours la comparaison avec le sport, tout le monde, on connaît tous les sciences pour la préparation physique, pour les techniques. C'est des personnes qui s'entraînent depuis 20 ans, 30 ans. À un moment donné, quand on s'entraîne depuis tellement, et là où il y a aussi le talent, ben, tous les détails, on les a découverts tout doucement dans l'entraînement. On connaît vraiment bien la matière et le sujet. Et c'est toujours le détail de plus qui va faire que la personne va être attentive dans ce moment-là. Et c'est pour ça que la majorité des gens maintenant, des sportifs, commencent à se préparer mentalement, parce que maintenant, la préparation mentale, c'est aussi un peu ce détail, parce que c'est quelque chose de nouveau, comme on a tout découvert de la préparation physique depuis des années. Et la préparation mentale est quelque chose de nouveau depuis, ça existe depuis 10 ans environ, un peu plus en France. Et, euh, et donc, c'est le détail de plus qui va permettre qu'est-ce que j'ai en main, quel outil j'ai en main pour le moment X qui n'est pas prévu. Il y a un moment qui n'est pas prévu dans la compétition. Qu'est-ce que ben, je connais cette technique, j'ai le détail de plus. Et donc, ben, sur le second du combat, sur le second du match, sur le sprint et tout, l'athlète va savoir quoi faire s'il est en difficulté. Ça, c'est sur la partie compétitive. Mais dans la partie générale de préparation, planification, ça peut être comment je m'organise. Voilà. Le détail, ça peut être comment j'ai bien organisé ma vie autour du sport, comment j'ai organisé autour du sport, autour de la performance, autour des études, comment je peux, quelle est ma clé pour réussir à entraîner cet état d'esprit positif et l'avoir constamment. Parce qu'il y a toujours des débats, mais réussir à toujours être vers le haut et pas en arrière. Voilà. C'est quand même une programmation, une préparation. Et ça, c'est le détail. La préparation, c'est le détail. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait comme ça pour faire, comme aller faire un footing. Voilà, on se prépare physiquement. Ça veut dire qu'on va faire, une préparation physique, ça veut dire qu'on va faire 12 séries au lieu que 20. Voilà, 12 au lieu que 20, ça change tout dans le muscle. C'est la même chose pour la préparation mentale. D'accord. Alors, il y a encore un autre point que je voulais voir avec toi. C'est une notion qui est peut-être, qui peut paraître extérieure, mais je pense que non. C'est la notion de créativité, justement. Oui. Est-ce que, comment est-ce que tu vois, toi, la créativité? Pour toi, la créativité, c'est quoi? Alors, au début, quand j'avais fait mon diplôme de coach mental,
on nous avait demandé quelles sont les forces qu'un coach mental doit avoir. Et en étant au début, ben, j'avais dit ben, l'écoute, plein d'autres, l'écoute, la bienveillance, des choses que pour moi sont encore très importantes. Et je n'avais pas parlé de la créativité parce que j'étais au début. Et au début, ben, on a plein d'éléments qui sont nouveaux, donc on va pas forcément aller piocher la créativité comme force. Et maintenant que ça fait pas 10 ans que je coach, mais ça fait quand même 3 ans, ben, la créativité est, je pense, la force une des forces les plus importantes que j'ai dans mon coaching. Et premièrement, parce que ça permet de casser la routine pour moi, de mon côté. Et de l'autre, c'est parce que pour aller au centre des gens, vraiment dans le cœur des gens, il faut être créatif, dans le sens que si on est comme maintenant avec les nouvelles technologies, on peut voir tout de suite. Et l'originalité dans ce qu'on fait, la créativité, ben moi-même, comme je m'habille, je suis très créative, par exemple, mais déjà le fait d'être original, le fait de trouver quelque chose d'adapté à la personne, individualisé à la personne, nécessite une notion de créativité et donc un effort qui n'est pas quelque chose qu'on prépare, mais qu'on peut entraîner et oser, en fait, avoir le courage d'oser. C'est vrai que pour être créatif, il faut avoir beaucoup de confiance en soi. Et je pense que avoir été et être sportif de niveau qui m'a permis de développer cette capacité, cette qualité, me permet aussi d'être créative. Mais la créativité, c'est quelque chose que dans la vie, surtout dans le milieu professionnel, est quelque chose qui peut sauver de la routine déjà. Et deuxièmement, ben, de faire bien mon travail. Et je pense aussi dans le judo, dans mon sport, si on n'est pas créatif à l'entraînement, on ne peut pas s'améliorer. Il faut vraiment aller oser où les personnes n'osent pas. Et vraiment essayer des choses nouvelles. Euh, Voir, même en essayant des choses nouvelles, on comprend des choses de nous-mêmes qu'on ne connaissait pas. Donc voilà, la créativité, je pense que maintenant, c'est si maintenant on me repose la question on m'avait posée à diplôme universitaire, ben, maintenant je choisirais tout de suite la créativité comme première qualité. Donc la créativité, j'aime beaucoup ce que tu viens de dire, c'est oser des choses nouvelles, c'est oser aller où on n'a pas l'habitude d'aller, en quelque sorte. Oui, exactement. En dehors de sa comfort zone. Mais je pense vraiment que plus on est créatif, bah, déjà pour découvrir des choses, il faut être créatif. Et vraiment, on peut créer quelque chose dans un monde comme aujourd'hui où plein de choses sont faites qui sont similaires entre elles, même dans mon travail, et même dans le travail de coaching, il y a plein d'outils, on peut trouver tout ce qu'on dans les livres. Mais ce qui fait la force d'un coach, souvent on me demande, mais comment, une fois que vous avez compris la problématique, comment vous agissez? Et en fait, c'est le fait d'avoir des intuitions créatives par rapport aux outils qu'on propose aux clients. Et c'est ça la différence entre coach et l'autre, c'est que chacun amène une partie de soi et tout en restant neutre, mais quand même au niveau du processus, amener quelque chose de soi qui est absolument créatif parce que d'autres personnes n'auraient pas eu la même vision. Et ce qui permet de développer les personnes, permet que les autres personnes, que les clients se développent eux-mêmes. Parce qu'on va créer quelque chose pas par rapport à ce qu'on sait, mais par rapport à ce qu'il est avec ce qu'on sait. Voilà. D'accord. Alors, si je devais résumer, finalement, est-ce que les trois piliers, ça pourrait être d'un bon développement personnel, ce serait la confiance en soi, une certaine rigueur, j'ai envie de dire, et de la créativité. Oui, oui, absolument. Je suis d'accord. J'ajouterais aussi l'enthousiasme, qui pour moi est très important. Le plaisir, voilà, de ce qu'on fait, l'enthousiasme. Mais il est vrai que souvent, surtout les jeunes, conçoivent, on dit comme ça, En soi. conçoivent, les jeunes conçoivent l'enthousiasme comme quelque chose qui doit être présent. Mais oui, souvent il est présent, mais d'autres fois, il faut le créer, il faut le permettre. Et c'est par là par l'organisation de ce qu'on fait, voilà, les habiletés organisationnelles, on appelle ça en prépa mentale. Voilà, souvent il faut permettre à l'enthousiasme d'arriver aussi. Et c'est dans notre pouvoir de le faire. C'est bien s'organiser et plein d'autres choses.
Donc voilà, pour moi, le plaisir et l'enthousiasme sont vraiment aussi une autre valeur qui est très importante pour pouvoir survivre, entre guillemets, au sport pendant des longues années et aussi pour pouvoir bien travailler parce que là où on se sent obligé, ça commence à être difficile. Mais quand on se sent obligé, il y a une part qui dépend qui est responsable de nous-mêmes, dont nous sommes responsables. Voilà. Dernier point que je voudrais aborder, c'est donc on a tiré finalement quatre principes, hein, confiance, rigueur, créativité, enthousiasme. Et moi, en parcourant ton site internet sur ta préparation, sur la présentation justement de ton métier de coach, tu parles des 4 pieds d'une chaise. Et j'ai beaucoup aimé voilà, cette présentation où tu parles voilà, de la préparation physique, technique, tactique et mentale. Et je fais vraiment un lien avec la confiance, la rigueur, la créativité, l'enthousiasme. Et tu expliques finalement, ben, s'il manque un élément, ben, la chaise se casse la figure, en Oui. quelque sorte. Comment est-ce que tu pourrais rebondir là-dessus pour conclure cet entretien? Alors, oui, c'est dans le sens que tous les jambes de la chaise doivent être équilibrées. Et ça, c'est important parce que souvent, on a des athlètes ou des personnes, même des privés, qui sont très conceptuels, très intellectuels. Et donc, on va s'axer que sur la préparation mentale ou sur le mental. Mais le mental tout seul, je veux dire, ne peut pas fonctionner. Il faut voir quand même les autres 3 piliers. Et souvent, ce mental, il est alimenté par les autres 3 piliers. Voilà, la chaise est très réductive comme comparaison. Elle est très, comment dire, c'est une métaphore qui est efficace. Mais souvent, je pense que aussi, le mental, c'est quelque chose qui englobe les autres. Ça veut dire que les autres alimentent le mental. Ça veut dire que pour avoir un mental d'acier, comme on dit ça, il faut quand même se focaliser avec une certaine rigueur sur le travail physique, le travail qui peut être aussi l'hygiène de vie, le travail technique, donc vraiment ce qu'on fait, qu'on aime faire, et le travail tactique, c'est aussi comment on organise tout ça. Et le mental va être très fort par rapport aussi à comment on utilise les autres 3. Et c'est pour ça que c'est là que je veux dire, la pression mentale ne va pas dire qu'il n'y a que le mental. Voilà, on est fort mentalement, alors on va réussir dans la vie. Oui, c'est important d'avoir quand même un bon mental, mais les autres 3 doivent recevoir la même attention. Donc, quand on parle des étudiants, d'artistes ou dans tous les autres domaines, voilà, tous les autres composants comme l'hygiène de vie, comment on s'investit dans chaque projet, comment on s'organise dans la journée, voilà. C'est quelque chose de très important comme le mental pour réussir à garder la chaise équilibrée. Sinon, il y aura toujours un côté et ça dépend de nous et c'est une responsabilité qu'on doit avoir envers notre vie. Voilà. Alors, dernière, c'est chaque réponse m'amène une nouvelle question. Mais c'est promis, c'est la dernière. Quel conseil, justement, est-ce que tu pourrais donner à quelqu'un que tu verrais qui serait en proie au doute? Euh, Mhm. quel conseil très simple tu pourrais lui donner juste pour lui donner justement cet enthousiasme et cette confiance, enfin, en tout cas amorcer, j'ai envie de dire, cette mise en place de ce travail personnel? Ce que je dirais, c'est que si vous êtes curieux, la chose la plus importante, c'est être curieux et surtout de soi-même. Et dans ce travail que j'ai fait en partant d'être athlète jusqu'à aujourd'hui que je suis coach et je vais encore découvrir des choses de moi et je pense comme tout le monde, c'est vraiment avoir un œil bienveillant sur soi et si vous avez si j'avais envie de vous faire un cadeau, vraiment être curieux de où vous pouvez aller et vraiment comprendre comment. Quand on commence à comprendre qu'il y a des outils, qu'il y a des stratégies et des techniques, on se rend compte que voilà, on n'a pas encore tout découvert de nous-mêmes et donc tout exploiter. Et je pense que ça, c'est la plus belle aventure d'une vie de se découvrir en tant qu'être humain. Voilà. Merci beaucoup, Christine. Ben, merci, merci à toi. Ça a À été un bientôt. plaisir. À À bientôt. bientôt.